Bonjour, on est le samedi 4 mars 2023, une séquence sur la structure de financement. Et donc ça concerne principalement les étudiants inscrits donc à l'UE6 de finance de DCG. Bien entendu, si vous êtes en DSCG, ça fera donc une piqûre de rappel, mais pour les DSCG, je vais reprendre une séquence sur ce qu'on appelle l'évaluation d'entreprise, mais qui reprendra les éléments qui sont là. Alors ici, il sera question donc de déterminer d'abord ce qu'on appelle le coût du capital. Donc il faut savoir qu'une entreprise, vous avez la situation qui est la suivante. Vous avez d'un côté la valeur globale de l'entreprise, donc à l'actif, et vous avez bien sûr au passif, vous avez ce qu'on appelle les capitaux propres et les dettes. D'accord ? Donc l'objectif, c'est de déterminer par deux ou trois méthodes différentes le taux exigé par donc les actionnaires. Donc ici, nous avons deux risques. Nous avons ici le taux exigé par les actionnaires et nous avons ici le taux de la dette. Donc le taux exigé par les actionnaires, je vais l'appeler RC. Taux de rentabilité des capitaux propres, et là je vais l'appeler RD pour la dette. D'accord ? Il faut savoir que ici, donc l'entreprise, elle va verser des dividendes. Les dividendes ne sont pas, il n'y a pas de déductibilité d'impôt. En revanche, pour ce qui concerne effectivement l'endettement, vous avez ce qu'on appelle un taux d'endettement RD, et vous pouvez après calculer ce qu'on appelle le taux d'endettement net d'IS en multipliant par 1 moins le taux d'IS. Alors, donc ici, on va commencer par d'abord donc le coût moyen pondéré du capital, c'est quoi? Le coût moyen pondéré du capital, je reprends l'exemple précédent. Admettons que mon entreprise elle soit structurée comme ceci, et que là, pour les capitaux propres, j'ai 60% de capitaux propres, ou plutôt, je vais faire mieux, admettons mes capitaux propres, la valeur de mes capitaux propres, c'est 60 millions d'euros, et le montant des dettes, c'est 40 millions d'euros. Admettons que le taux requis par les actionnaire, donc RC, admettons que RC soit égal, allez, on va dire à 7%. Et RD, donc le coût de la dette, RD, est égal à 4%. On va supposer que le taux d'IS est tout simplement égal à 25%. Alors, le coût moyen pondéré du capital, la formule c'est quoi? Donc si là j'appelle ça CP, capitaux propres, et si j'appelle ça D, la formule qui vous donne le coût moyen pondéré du capital, c'est une moyenne arithmétique, comme son nom l'indique, pondérée. Elle est pondérée par quoi? Par le montant des capitaux propres et le montant de la dette. Donc on applique tout simplement une relation mathématique statistique très simple. La moyenne, le coût moyen pondéré du capital, est tout simplement égal au taux exigé par les actionnaires RC, multiplié par quoi? Par la proportion de capitaux propres dans la valeur globale, c'est-à-dire CP sur CP plus D, plus RD, mais attention, RD net d'IS, c'est 1 moins le taux d'IS, que multiplie bien sûr la proportion de dette dans l'entreprise, donc ici D sur CP plus D. Donc si j'applique cette formule à l'exemple juste au-dessus, voilà ce que ça donne. Ça donne 7% que multiplie CP sur CP plus 4, CP plus D, c'est 60 sur 100, c'est-à-dire 0,6. Plus
RD 4%, taux d'IS 25%, donc on multiplie par 3 quarts, c'est-à-dire par 0,75, et multiplié bien sûr par la proportion de dette qui est égale à combien? 0,4. Donc ça me donne ici, je reste en pourcent, ça fait du 4,2%. Donc là j'ai pris 4 pour faire le calcul très simple. Donc 4 que multiplie 0,75, ça fait tout simplement 4% fois 0,75, ça fait 3. Donc 3% multiplié par 3% multiplié par 0,4. 3 fois 4, 12. Donc ça fait 1,2%. Ce qui veut dire que le coût moyen pondéré du capital est tout simplement égal à 5,4%. Alors juste à titre d'information, lorsque vous faites ce calcul-là, il faut bien entendu, il faut trouver un résultat qui soit en cohérence avec ce qui est attendu. Vous cherchez une moyenne, donc forcément votre résultat va nécessairement être compris entre 7 et 4. Mais vous avez compris par le principe de la moyenne, le résultat, ce résultat-là est beaucoup plus proche de 7 que de 4. Pourquoi? Parce que j'ai un taux d'endettement qui est inférieur, c'est-à-dire le montant des capitaux propres est supérieur au montant des dettes, ce qui est normal. Donc ici, vous avez un taux de 0,6, 60% pour 40% de dette. Donc voilà pour le coût moyen pondéré du capital. Je vais donc couper cette vidéo et passer à une seconde séquence, juste après, pour aborder, calculer donc le taux requis, exigé par les actionnaire. Autrement dit, calculer RC avec 2 ou 3 modèles. Finalement, je crois que je vais continuer la vidéo, ça m'évite de faire des montages. Donc, je vais aborder avec vous pour que la séquence soit complète. Donc, calculer, vous montrer comment on calcule le taux, donc le coût des capitaux propres, c'est-à-dire le taux requis par les actionnaires. Donc, on va voir ici 3 modèles. On va voir le modèle actuariel. On va voir le modèle de Gordon-Shapiro et on va voir le modèle du MEDAF, c'est-à-dire le modèle d'évaluation des actifs financiers, ou en anglais le CAPM, c'est-à-dire Capital Asset Pricing Model. Ok. Alors, c'est vrai que mes étudiants, ils ont un peu de mal avec ça parce qu'il y a derrière quelques aspects mathématiques. Mais je vais prendre un exemple numérique. D'accord? Donc je vais vous montrer comment fonctionne le modèle actuarial avec un exemple numérique. Admettons qu'une action soit cotée aujourd'hui. Donc la cote d'une action aujourd'hui, c'est 50 euros. D'accord? Et on sait que cette action-là, elle va verser de façon constante un dividende D qui est égal à 1 euro. Donc elle va verser un dividende D qui est égal à 1 euro. C'est-à-dire dans un an, il y aura 1 euro, dans 2 ans, il y aura 1 euro, etc., etc. Et ça sur un horizon infini. Alors bien entendu, je vous renvoie à toutes les séquences que j'ai faites sur tout ce qui est problème d'actualisation. Bien entendu, cette action-là, à un certain temps, elle a ce qu'on appelle une valeur de revente, ou tout simplement une valeur résiduelle. D'accord? Mais vous aurez compris que plus j'avance dans le temps, si je prends 50 euros à 3% que je dois verser dans 40 ans, eh ben aujourd'hui, les 50 euros valent quasiment rien. Donc ça, il faut bien l'intégrer. Plus vous vous éloignez dans le temps, plus la valeur que vous avez perd de sa valeur en fait. Ici, le schéma c'est quoi? Le schéma c'est celui-là. C'est un schéma de flux très simple. Vous avez ici 50 euros. Donc à cette période-là, on reçoit 1 euro.
la deuxième période, 1 euro. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, en N, on recevra 1 euro et une valeur de revente que j'appelle Vn. D'accord? Une valeur de revente que j'appelle Vn. Je ne sais pas à combien sera cotée l'action dans 50 ans. D'accord? Donc je l'appelle Vn. Donc ici, je reçois 1 euro, 1 euro, 1 euro. Ici, lorsque vous raisonnez effectivement, sur une action, vous êtes dans l'univers des capitaux propres. Donc autrement dit, votre actualisation, elle se fera au coût des capitaux propres. J'appelle le taux exigé par les actionnaires, j'appelle ça RC, ou bien le coût des capitaux propres. Je vais appliquer le principe de l'actualisation. D'accord? Donc ce modèle-là est le plus simple possible. J'ai donc à l'époque 0. En fait, c'est un investissement. Donc vous avez en 0, vous avez 50, qui est égal à la valeur, à la somme des valeurs actuelles de tous les flux à venir. C'est-à-dire 1 euro, que multiplie 1 plus RC puissance moins 1, plus 1 euro fois 1 plus RC puissance moins 2, plus point, plus, le dernier dividende qui sera versé dans un horizon très lointain, d'accord? Après, on va le traduire, cet horizon lointain. Donc 1 fois 1 plus RC à la puissance moins n, plus la valeur de revente, la cote de l'action, à une période très éloignée dans le temps, n, que je vais écrire Vn, facteur de 1 plus RC, à la puissance moins n. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai des annuités constantes de fin de période. Vous ne savez pas ce que c'est, vous trouverez des séquences qui détaillent exactement l'origine de la formule. Donc ça me donne ici 50 égale 1, l'annuité constante, que multiplie 1 moins 1 plus le taux, puissance moins n, sur le taux, plus Vn, que multiplie 1 plus RC à la puissance moins n. Maintenant, regardez bien, si je me place sur un horizon infini, autrement dit, si petit n tend vers plus l'infini, prenez votre calculatrice, le taux en général c'est quelque chose 1 plus RC est forcément plus grand que 1, puisqu'il n'y a pas de taux négatif, d'accord? Ici, le taux exigé par les actionnaires est positif, donc 1 plus RC est plus grand que 1, d'accord? Ce qui veut dire que si vous faites par exemple 1,2, alors je vais prendre un taux comme ça. Alors, si vous faites 1,03 à la puissance moins 2, 1,03 à la puissance moins 5, 1,03 à la puissance moins 50. Eh bien, prenez votre calculatrice et vous allez voir que cette valeur-là, petit à petit, elle se rapproche de combien? De 0. C'est-à-dire que si là vous mettez puissance moins 50, vous trouverez un nombre qui est égal à 0,000 et bien sûr un petit 1 qui va se promener un peu plus tard. Mais autrement dit, ça veut dire concrètement que sur un horizon infini, je l'écris, si cette écriture mathématique vous dérange, oubliez-la, mais retenez simplement ceci. Sur un horizon infini, la limite de 1 plus RC à la puissance moins n, lorsque n prend une valeur infinie. Quand je dis prend une valeur infinie, remplacez n ici par moins 100 et faites 1,03 puissance moins 100, vous allez trouver 0,000. Okay? Donc cette valeur, cette limite-là, c'est 0. Et là donc, j'arrive à quoi? Regardez bien, j'arrive à quoi? J'arrive à dire que ce nombre-là en l'infini, c'est 0. Donc, la valeur terminale actualisée,
ça vaut 0. Ici, ce nombre-là est égal à 0, cette limite. Il me reste quoi? Ben, il me reste tout simplement ceci. Il me reste tout simplement ceci. 50 égale à 1 que multiplie 1 sur RC. C'est-à-dire 50 est égal à 1 sur RC. Alors, si le 1 vous dérange, pour pas vous perturber, je vais changer, je vais prendre un dividende, par exemple, égal à 2, à 2,3. À 2,3. Voilà. Un dividende égal à 2,3. Donc ici, j'ai 2,3. Donc là, j'ai un dividende de 2,3. Et donc là, j'ai 2,3. Voilà. Voilà, comme ça, ça va pas vous perturber. Donc ici, n'oubliez pas ce qu'on cherche. On cherche le taux exigé par les actionnaires. Et donc vous avez ici RC est tout simplement égal à 50. Je dis des bêtises. RC est égal à 2,3 divisé par 50. Je vais essayer de trouver ma calculatrice. Je vais la récupérer. J'ai pas envie de faire l'opération en fait. Alors, 50 divisé par 2,3 divisé par 50, ça me fait un 4,6%. Voilà. Donc le taux exigé par les actionnaires, c'est 4,6%. Donc comment on peut donner un cas général? Donc là, lorsqu'une entreprise va verser un dividende constant sur un horizon infini, et si ce dividende s'appelle D, d'accord? Et l'action, elle est cotée aujourd'hui V0, le cours de l'action c'est V0, d'accord? Le cours de l'action c'est V0, d'accord? Donc V0 c'est le cours de l'action. Le cours de l'action aujourd'hui. Et D, c'est le dividende constant. Dividende constant. Versé sur un horizon infini. Ben, le cours de l'action, c'est tout simplement V0. La relation, c'est V0. Si je reprends tout mon calcul précédent, j'ai donc V0 égale D que multiplie 1 moins 1 plus RC à la puissance moins n sur RC plus la valeur de revente fois 1 plus RC à la puissance moins n. On a dit que ça, en l'infini, c'était 0. Et donc, vous avez V0 égale D sur RC. Par conséquent, le coût des capitaux propres ou le taux exigé par les actionnaires, c'est tout simplement RC est égal au dividende divisé par V0. Donc voilà notre premier modèle d'évaluation, c'est le modèle actuariel. On va maintenant voir le modèle de Gordon et Shapiro. Alors dans ce modèle, comme tout à l'heure, je vais prendre un exemple très simple, mais avant, il est très important, et ça j'ai insisté beaucoup de fois dans mes interventions, pour ceux qui ont parcouru mes anciennes vidéos. Je vous rappelle simplement un point très important. Lorsque vous voyez une quantité comme ça, A plus AQ plus AQ2 plus AQ3, donc là vous avez une somme de 4 termes en progression géométrique. Pour calculer la somme de ces termes-là, la formule de la somme, c'est le premier terme petit a, 1 moins la raison Q. Vous voyez, on multiplie par Q à chaque fois. A fois Q fois Q, AQ au carré, A fois Q au carré fois Q, AQ au cube. 1 moins Q exposant, j'ai 4 termes, nombre de termes, sur 1 moins Q. Bien sûr avec Q différent de 1. Maintenant si je continue et je fais comme ça, plus AQ n-1, donc de A à A fois Qn-1, ça me fait n termes. Donc voilà ma formule générale.
Donc ça, c'est très important à bien la retenir. Quand vous faites des mathématiques financières, vous êtes obligé d'avoir quelque part cette formule en tête. Alors maintenant, on va décrire le schéma. Donc là, c'est donc le modèle de Gordon et Shapiro. Nous avons la même situation que tout à l'heure. Admettons que l'on ait une action, d'accord, qui est cotée aujourd'hui 50 euros. D'accord. Et cette action, elle va verser dans un an un dividende de 1,2 euros. Et on va supposer que ce dividende va croître avec un taux G égal à 3%. Je répète, une action cotée aujourd'hui 50 euros. Elle va verser un dividende dans une période, dans un an, un dividende égal à 1,2 euros. Et les périodes suivantes, ce dividende va croître avec un taux égal à 3%. Voilà le schéma qu'il faut bien visualiser. Regardez bien. Je suis aujourd'hui. Mon action, elle est cotée 50. Dans un an, elle va verser 1,2 euros. La deuxième année, elle va verser 1,2 euros, mais avec une croissance de 3%. Donc le coefficient multiplicateur, c'est 1,03. Donc nous avons ici 1, 2, 1,2 que multiplie 1,03. En 3, on aura 1,2 que multiplie 1,03 au carré. Et ainsi de suite, and so on. Jusqu'à en n. Donc là, vous avez compris, 1, 2, là c'est comme s'il y avait 1,03 à la puissance 0, 0, 1. Donc ici, en n, ça me fera 1,2 que multiplie 1,03 à la puissance n moins 1. Et bien sûr, toujours avec une valeur de revente, Vn. Et cette valeur de revente, on a dit, comme tout à l'heure, on verra qu'elle va s'annuler puisque cette valeur-là, elle est récupérée dans un horizon infini. Maintenant, j'appelle RC le coût des capitaux propres. Donc c'est ce qui va me permettre, c'est le taux que je vais utiliser pour actualiser ces flux. Je vais donc écrire, regardez bien, je vais donc écrire 50 égale 1,2 que multiplie 1 plus RC à la puissance moins 1. J'actualise. Plus, attention, 1,2 que multiplie 1,03 que j'actualise sur 2 ans. Donc fois 1 plus RC à la puissance moins 2. D'accord? Je continue jusqu'au bout. Plus. Point, 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 point. J'ai pas de place. Je me place ici. Plus 1,2 fois 1 plus RC. Alors attention. 1,2 fois 1,03 à la puissance n-1. Le tout multiplié par 1 plus RC à la puissance moins n, plus la valeur terminale que j'actualise au taux RC. Voilà. On va réarranger tous ces termes. Regardez ce que... Donc ici, attention, c'est bien égal. Ok, c'est bien égal. Donc ici, vous remarquez que je vais mettre 1 plus RC à la puissance moins 1 en facteur. Ça me donne, ou alors je vais mettre même 1,2 fois 1 plus RC à la puissance moins 1 en facteur. Ça me donne 50 égale 1,2. Je vais garder 1,2. Allez, je vais écrire 1 plus RC à la puissance moins 1. Facteur 2. C'est parti. 1,2
plus 1,03 que multiplie 1 plus RC. Comme j'ai mis 1 plus RC à la puissance moins 1 en facteur, donc le moins 2 ici devient 1 plus RC à la puissance moins 1. Plus, point, j'ai mis 1 plus RC à la puissance moins 1 en facteur, ça me fera donc 1,2 que multiplie 1,03 à la puissance n-1, et bien sûr ici, que multiplie 1 plus RC à la puissance moins, entre parenthèses, n-1, puisque j'ai mis 1 plus RC puissance moins 1 en facteur. Je ferme le crochet, plus la valeur terminale. Alors, je l'élimine tout de suite, la valeur terminale, parce qu'on a vu tout à l'heure, lorsque n est infini, ce nombre-là disparaît. Donc, je l'élimine tout de suite, hein, pour des raisons d'espace. Maintenant, regardez bien, je peux encore réécrire ça plus proprement. On va donc écrire, alors ça, je peux l'écrire 1 sur 1 plus RC. Là, je vous fais des maths, quand vous avez x puissance moins 1, c'est 1 sur x. Quand vous écrivez 10 puissance moins 2, moins 1, c'est 1 sur 10. D'accord? Donc ici, 1 plus RC à la puissance moins 1, c'est écrit 1 sur 1 plus RC. Donc ici, ça me fait 1,2 plus, vous voyez le moins 1 ici, je peux le descendre, ça fait donc 1,03 sur 1 plus RC à la puissance 1. Plus, si j'avais fait celui-là, le suivant, ça m'aurait fait plus 1,03. Si j'avais fait le suivant, ça m'aurait fait 1,03 sur 1 plus RC au carré. Et enfin, le dernier, ça me fait, alors bien sûr, je suis désolé, je reprends, j'ai oublié le 1,2 que j'aurais dû garder. Alors, 1,2 qui se trouve ici, donc ici, bon, alors je vais faire tout simplement, je vais changer, comme ça, ça m'évite, en fait, j'ai pas d'espace, donc je vais écrire ici 1,2 et puis là 50, d'accord, parce que j'ai pas d'espace, donc ça me fait 50 égale 1,2 sur 1 plus RC. Donc ici, j'ai mis 1,2 en facteur, donc là, ça me fait 1. Vous voyez, si vous mettez 1,2 fois 1 plus RC puissance moins 1 en facteur, ça vous fait 1. Donc ça fait 1 plus 1,03 sur 1 plus RC à la puissance 1. Si j'écris le suivant, ça sera 1,03 sur 1 plus RC au carré. Plus point, jusqu'à la fin. 1,03 sur 1 plus RC à la puissance n-1. Et je ferme le crochet. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous reconnaissez que j'ai une somme de termes en progression géométrique. Et la raison ici, pour passer de là à là, j'ai multiplié par 1,03 sur 1 plus RC. C'est ça ma raison. J'applique ma formule précédente, ce qui va me donner 50 égale 1,2 sur 1 plus RC. Alors on y va. Le premier terme c'est 1, donc j'écris 1, que multiplie 1 moins la raison. La raison c'est 1,03 sur 1 plus RC. La raison, c'est 1,03 sur 1 plus RC. À quelle puissance? N, puisque j'ai N termes. Le tout sur la raison, 1,03 sur, le tout sur 1 moins la raison, pardon. Le tout sur 1 moins la raison, c'est-à-dire 1 moins 1,03 sur 1 plus RC. Très bien. Ok.
Maintenant, ce qui est très très important, d'un point de vue économique, le taux de croissance G, sera toujours strictement inférieur au coût des capitaux propres. Donc au départ, G doit nécessairement être inférieur à RC. D'accord? Sinon, on trouve une aberration. Donc le taux de croissance des dividendes doit être inférieur au coût des capitaux propres. Donc G est plus petit que RC. Ici, G, c'est 3%. Donc mon RC sera nécessairement supérieur à 3%. Alors si vous permettez, je vais... Alors bien sûr ici, si j'avais écrit, j'aurais écrit valeur terminale, Vn plus fois 1 plus RC à la puissance moins n. Mais ça, on a dit qu'en l'infini, ça fera 0. D'accord? Alors, je vais effacer tout ça pour remettre un peu d'ordre. Ok? Alors, je vais faire un peu plus propre. Très bien. Alors, on y va. Ici, ma raison, c'est 1,03 sur 1 plus RC. D'accord? Ma raison, c'est 1,03 sur 1 plus RC. Mais comme G est strictement inférieur à RC, il est normal que mon numérateur, ici, 1,03, sera strictement inférieur au dénominateur. Ça veut dire que ce rapport-là est nécessairement positif et compris entre 0 et 1. Prenez un nombre entre 0 et 1. Par exemple, vous prenez 0,1. Élevez 0,1 à la puissance 5. Ça fera 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce que ça fait. Élevez 0,1 à la puissance 50. Ça fait quoi? 0,0 50 0, 1. Ça fait quasiment 0. Autrement dit, lorsque n tend vers plus l'infini, un nombre compris entre 0 et 1 à la puissance n va tendre vers 0. Ça veut dire que, regardez bien, 1,03 sur 1 plus RC, qui est strictement plus petit que 1, à la puissance n, et si je fais tendre ce nombre-là vers plus l'infini, eh bien cette limite-là, c'est 0. Comme ici, la limite ici, c'était 0. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Regardez bien ce qui va me rester. Ce nombre-là tend vers 0. Il va donc me rester, si vous préférez, alors maintenant, je vais effacer encore ici. Je vais effacer ici pour libérer de l'espace. Alors, regardez bien, je fais mon calcul ici. Donc, j'ai 50 égale 1,2 sur 1 plus RC, d'accord? Là, en plus l'infini, ça fait 0. Ça va me laisser donc 1 moins 0 sur 1 moins 1,03 sur 1 plus RC. Ok. Le 1 plus RC, je vais le multiplier par 1 et je vais le multiplier par 1,03 sur 1 plus RC. Ce qui va me donner 50 égale 1,2 que multiplie 1. 1 plus RC fois 1, ça fait 1 plus RC. D'accord? 1 plus RC fois 1, ça fait 1 plus RC. 1 plus RC fois 1,03 sur 1 plus RC, je simplifie. Ça fait moins 1,03. Et j'arrive à notre formule de Gordon et Shapiro, que je vais simplifier et écrire ceci. 50 est égal à 1,2 sur 1 moins 1,03, ça fait tout simplement RC moins 0,03. Et maintenant, je vais pouvoir déduire le coût des capitaux propres. Je fais mon produit en croix, donc 50 fois RC moins 0,03 est égal à 1,2.
je retrouve le fameux rapport qu'on avait trouvé tout à l'heure lorsqu'on avait un dividende constant. Donc ici, je retrouve le fameux V0, D sur V0. Hein, voilà. Donc 1,2 sur 50. Tout à l'heure, on avait un dividende de je ne sais pas combien. Et bien sûr, je vais déduire RC, qui est égal à 1,2 sur 50 plus 0,03. Alors, je vais calculer ça. 1,02 plus 50 divisé par, ça fait un coût des capitaux propres égal à combien? 5,4%. Alors, si vous permettez, je vais maintenant généraliser cette formule et après, je vais vous résumer les deux résultats précédents. Donc ici, je vais effacer, faire mon petit schéma. Donc ici, nous avons notre action qui vaut V0. Elle verse un dividende D1. Et ce dividende va croître avec un taux égal à G. Donc on va multiplier par 1 plus G. Et ainsi de suite. À 3, on aura D1 fois 1 plus G au carré. Et en N, on aura D1 fois 1 plus G à la puissance N moins 1. Plus la valeur terminale. Et la valeur terminale actualisée, on a vu que ça serait 0. Bon. Ce qui veut dire que maintenant, si vous faites tout le schéma qu'on a fait ensemble, voilà ce que vous allez trouver. Vous allez trouver que V0 est égal tout simplement à D1 fois 1 plus RC à la puissance moins 1 plus D1 fois 1 plus RC à la puissance moins 2. Et je passe directement, bien sûr j'ai oublié, D1 fois 1 plus G d'abord, oui, 1 plus G fois 1 plus RC à la puissance moins 2, plus D1 fois 1 plus G à la puissance N-1 fois 1 plus RC à la puissance moins N. Voilà comment on calcule tout ça. Et donc ça me fera tout simplement, ça me fait, si je réarrange ces termes-là, j'ai V0 égale D1. Alors, si je mets 1 plus RC en facteur, ça me fait V0 égale, ou plutôt D1, alors 1 plus RC en facteur, c'est-à-dire 1 plus RC exposant moins 1 en facteur, ça me fait D1 plus D1 fois 1 plus G sur 1 plus RC plus D1 fois 1 plus G sur 1 plus RC au carré plus D1 fois 1 plus G sur 1 plus RC à la puissance N-1. Donc j'ai bien la somme de termes en progression géométrique qui s'écrit comme ceci. V0 égale à 1 sur 1 plus RC. Ok, D1 que multiplie 1 moins la raison 1 moins la raison à la puissance n, puisque j'ai n termes, sur 1 moins la raison. Voilà, je vais faire mon crochet. Donc en fait, après, si je fais tendre n, puisque 1 plus g est inférieur à 1 plus rc, donc en l'infini, 1 plus g sur 1 plus rc, la limite de 1 plus g sur 1 plus rc, lorsque n tend vers plus l'infini, cette limite-là c'est 0, car 1 plus g est strictement plus petit que 1 plus rc. Autrement dit, si vous préférez, 1 plus g sur 1 plus rc est compris entre 0 et 1.
Ok. Donc ceci disparaît. Il va me rester donc quoi? Tout simplement, il va me rester V0 égale 1 sur 1 plus RC multiplié par D1 sur 1 moins 1 plus G sur 1 plus RC. Je multiplie le 1 plus RC par 1, je multiplie le 1 plus RC par cette fraction. Je vais pouvoir simplifier mes dénominateurs. Ce qui va me donner après, donc ici, si vous permettez, je vais effacer. Alors, ce qui va me donner tout simplement V0 égale D1 sur 1 plus RC. 1 plus RC, je simplifie, donc moins entre parenthèses 1 plus G. J'enlève mes parenthèses, d'accord? J'enlève mes parenthèses, ce qui me donne tout simplement V0 égale D1 sur RC moins G. À partir de là, je peux tout simplement tirer que RC est égal à D1 sur V0 plus G. Voilà le taux requis par les actionnaires obtenu par le modèle, plutôt selon le modèle de Gordon et Shapiro. D'accord? Donc c'est une formule très facile à retenir. La première méthode actuariale, c'est lorsque on a un dividende constant sur un horizon infini. Et on a trouvé que V0, la relation V0, c'est D sur RC. Et on a déduit que RC, c'est D sur V0. Et ici, selon le modèle de Gordon et Shapiro, on a V0 égale D sur RC moins G, ce qui me donne RC. On reprend la même chose, mais cette fois-ci, ce n'est pas D, mais D1. Donc D1, c'est le dividende versé en une période après. Donc sur, tout simplement, donc D1 sur V0, plus le taux de croissance G. Voilà pour le deuxième modèle. Il me reste donc le troisième modèle à aborder avec vous. Alors, avant d'aborder donc le risque de l'actionnaire à l'aide du modèle donc du MEDAF, j'attire votre attention sur le fait suivant, c'est que lorsque je vais aborder dans une prochaine séquence pour les DSCG notamment l'évaluation d'entreprise, donc par la méthode des flux, donc je ne reviendrai pas là-dessus sur le calcul que j'ai établi, je vais directement faire référence à cette séquence. Donc voilà, donc, il est question de quoi en fait? Vous avez une action. Donc vous avez une action dont vous voulez calculer, donc, enfin pas une action, enfin on veut évaluer toujours le coût des capitaux propres, donc pour ça on va prendre bien sûr toujours une action, mais vous savez que une action, elle est soumise donc aux lois du marché. Vous avez donc vous avez une entreprise, vous avez la rentabilité de l'action sur une certaine durée, et vous avez effectivement la rentabilité du marché sur une certaine durée. Donc l'évolution de la rentabilité du marché et celle de l'action ne sont pas forcément symétriques. On peut effectivement avoir une action qui est très sensible aux variations du marché. On peut avoir une action qui reproduit intégralement l'évolution du marché, et on peut avoir une action qui atténue les variations du marché. Donc ce paramètre de sensibilité est donc mesuré par le bêta du titre. D'accord? Donc le bêta d'une action, c'est ce qui va mesurer donc la sensibilité de la variation du cours ou de la rentabilité d'une action à la variation de celle du marché. Donc de façon très schématique et très rapide, parce que il ne faut pas qu'on dépasse le cadre du programme de l'UE6 de DCG. Lorsque vous avez des données historiques, donc des rentabilités du marché d'un côté et la rentabilité du titre de l'autre, d'accord, de l'action, vous allez dresser ce qu'on appelle un nuage de points. Et vous allez ainsi déterminer ce qu'on appelle une régression entre ces deux variables, et vous allez déterminer ce qu'on appelle
une équation de la droite de régression, donc par la méthode des moindres carrés, et la pente de cette droite, d'accord? Donc ça divisé par ça, c'est tout simplement le bêta du titre. Donc vous aurez compris que si vous avez cette situation-là, si vous avez donc une entreprise dont le titre fait ça, donc là on va prendre la même unité. Oui, donc là c'est quasiment 1,1. Là vous avez toujours la même unité, mais là vous avez quelque chose qui est comme ça. Et donc là, vous avez de l'autre côté toujours donc la rentabilité du marché et rentabilité du titre. Et si vous avez quelque chose qui est comme ça, donc rentabilité du marché et rentabilité du titre, ben là vous aurez un bêta qui est tout simplement égal à 1, puisque l'angle ici est le même qu'ici. Autrement dit, l'action va simplement dupliquer les variations du marché. Donc si le marché croît de 5%, l'action va croître de 5%. Autrement dit, donc ici vous avez un bêta qui est strictement plus grand que 1, vous avez ce qu'on appelle un bêta élevé. Autrement dit, l'action est une action agressive, autrement dit, elle va amplifier les variations du marché. Donc si vous avez par exemple un bêta de 1,5, lorsque le marché va croître de 10%, le titre va croître de 15%. En revanche, là, vous avez ce qu'on appelle une action défensive, où vous avez un bêta strictement plus petit que 1, c'est-à-dire si vous avez par exemple une action dont le bêta est de 0,8, lorsque le cours va monter de 1%, ben le titre va monter simplement de 0,8%. D'accord? Donc, action défensive. Ok, donc maintenant, pour évaluer le coût des capitaux propres, donc quelqu'un qui effectivement qui veut souscrire, l'actionnaire, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche forcément une rentabilité, d'accord? Une rentabilité qui doit être forcément supérieure au taux sans risque. Ah oui. Est-ce qu'il est à la banque, on vous propose un placement à 3% garanti, d'accord? Est-ce que vous allez prendre le risque si la rentabilité que vous attendez sera inférieure à 3%? La réponse est non. Il vaut mieux ce qu'on appelle un placement sans risque. Donc autrement dit, pour évaluer le coût donc, des capitaux propres, calculer donc le taux exigé par les actionnaires, ça sera toujours un taux sans risque auquel vous allez rajouter ce qu'on appelle une prime de risque. D'accord? Une prime de risque, autrement dit, c'est l'excédent de rentabilité par rapport au taux sans risque. Donc j'explique ce que c'est la prime de risque. La prime de risque, c'est la différence entre la rentabilité du marché, d'accord, moins le taux sans risque. Ça, c'est la prime de risque. Mais bien entendu, la prime de risque, elle est valable, elle se calcule, puisque ça c'est donné, et ça c'est donné. Mais qu'est-ce qui fait que le coût des capitaux propres d'une entreprise va être différent de l'autre coût des capitaux propres? Eh bien, effectivement, c'est le bêta du titre qui va effectivement, pondérer cette prime de risque. Donc, pour le titre en question, on va multiplier ça par le bêta du titre. Et bien sûr, le taux exigé par les actionnaires, RC, c'est le taux sans risque. Alors la lettre R, ça veut dire rate, et le F, ça veut dire free rate, taux sans risque. Taux des OAT, obligations assimilées du Trésor. Hein. C'est les emprunts d'État en général qu'on retient comme taux sans risque autour de 3%, peu importe, tout dépend de l'évolution des taux. En général, c'est autour de 3-4%. Voilà la relation du MEDAF. Donc si je vous dis qu'un titre a le taux sans risque est de 4%. Le taux des OAT, d'accord, est de 4%. Je vous dis que la prime de risque, elle est de, je ne sais pas moi, de 2%. Et si je vous dis que le bêta du titre, je vous dis qu'il est à 1,5. Eh bien, le coût des capitaux propres, RC, c'est tout simplement 4% plus
1,5 que multiplie 2%. Donc ça fait du... je vous laisse faire le calcul. Moi, si j'oublie les pourcents, ça fait donc du RC égale du 7%. Voilà le coût des capitaux propres. Donc là, on a calculé, on a, si vous voulez, déterminé le coût des capitaux propres de façon directe. On verra après, donc lorsque je vais aborder l'évaluation d'entreprise, on verra que le coût des capitaux propres, on peut l'évaluer, on peut le calculer par une méthode indirecte. Rappelez-vous la relation valeur globale d'entreprise égale valeur des capitaux propres moins valeur de la dette. Une fois que j'ai trouvé le coût moyen pondéré du capital, comme le taux de la dette je l'ai puisqu'il m'est communiqué, l'entreprise a emprunté, eh ben je trouverai le coût des capitaux propres en faisant donc le coût moyen pondéré du capital moins le coût de la dette et j'aurai ainsi le coût des fonds propres. Voilà, j'espère que cette séquence n'était pas trop longue et que vous aurez bien assimilé cette notion. Et je vous dis donc à une prochaine séquence sur probablement l'évaluation des entreprises pour les DSCG. À bientôt, n'hésitez pas à commenter, surtout à partager. Je vous dis bon week-end. Au revoir.